Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de Onipo Podcast, un rendez-vous spécial en multilangue et multiculture dédié à la social intelligence, l'écoute sociale et réputation et la social data. C'est ici, dans ce podcast, on donne un rendez-vous spécial et on donne la parole aux pratiqueurs, aux acteurs et aux experts qui utilisent la data au quotidien et qui traduisent le bruit du web en décisions stratégiques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Antoine Catherine, un invité de calibre et de référence dans l'univers de la social data, cofondateur de Licter, un cabinet de conseil spécialisé en social intelligence et customer insight. À travers Licter, Antoine accompagne les entreprises de renom de différents secteurs comme la SG, NUN ou encore HP. Il les accompagne à transformer les données issues du réseau social et du web en général en insights activables. Sa reconnaissance ne s'arrête pas là. Antoine a été nommé parmi les 50 Social Listening and Intelligence Insider mondiaux par le Laboratoire international de Social Intelligence, SILAB. C'est une distinction qui salue son expertise, sa vision et son engagement dans le domaine. Félicitations et bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper content d'être là pour discuter de social intelligence et peut-être d'autres sujets. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Comment ça se passe avec le social intelligence? Écoute, tout va bien ici. Moi, ça fait 3 ans que j'ai cofondé le cabinet de conseil, mais auparavant, je travaillais sur ces sujets-là, sur plein d'aspects. Peut-être qu'on y reviendra. Et non, c'est une année. Je trouve que c'est une année particulièrement intéressante, hein. Il y a plein de nouveaux acteurs, plein de nouveaux outils. On va parler peut-être d'IA. Forcément, tout est en train de changer. Donc, c'est passionnant. Et deux, moi, ça me motive beaucoup, quoi. Super, super intéressant. Avant juste de plonger dans le vif de nos conversations, est-ce que tu peux nous donner une brève présentation de ton parcours? Pour faire très simple, moi je suis ingénieur de formation. J'ai fait, pour ceux qui connaissent en France, maths sup, maths spé. À l'issue de ça, j'ai rejoint une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, avec le master. Enfin, en gros, je me suis spécialisé sur des sujets notamment autour de la transformation digitale et de la social intelligence. C'est là que j'ai découvert le logiciel Gephi qui m'a mis mes pieds dedans. À l'issue de ça, j'ai eu la chance de cofonder la cellule data et analyse numérique de l'Élysée. Donc en gros, le sujet c'était post gilet jaune, il y avait un trou dans la raquette qui avait été identifié par les services de l'Élysée sur la compréhension des écosystèmes numériques et des audiences. Et donc j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de combler ce trou. Je vais rester très modeste là-dessus parce que forcément c'était une tâche qui est grande et qui est heureusement en train d'être continuée par d'autres en interne. Et je trouve ça super. Et voilà. Et à l'issue de ça, avec donc un des membres de la cellule qui s'appelle Adrien Krebs, j'ai décidé de passer à mon compte et de co-créer un cabinet de conseil qui s'appelle Licter. Et comme tu l'as très bien dit, on accompagne des organisations privées et publiques dans l'utilisation et l'exploitation des données du plus grand panel du monde, que sont les réseaux sociaux et Internet. Voilà, Super, un parcours très intéressant. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. avec Avant plaisir. de plonger dans les méthodologies et l'architecture technique, il me semble essentiel de revenir aux fondamentaux euh, et aux terminologies de social intelligence, qui est souvent confondu à celui de social listening, alors qu'il s'agit d'une approche bien plus globale, stratégique et intégrée à la prise de décision. Antoine, selon toi, quelle est ta définition à cette différence? Et je pense que dans vos missions, vous vous intégrez et vous intervenez aussi sur différents volets, écoute sociale, customer intelligence, veille réputationnelle. Qu'est-ce qui différencie chacune de ces approches? Euh, alors ça c'est marrant parce que c'est un débat d'experts, je vais dire, mais c'est un débat qui est assez passionnant. C'est cette distinction entre social listening et le reste, on va dire. Nous on Mhm, a ça social data intelligence, mais le social intelligence dans son ensemble, je trouve, correspond bien. Il y a deux choses. Le premier sujet, c'est que le social listening en tant que tel, pour moi, il y a deux définitions. Il y en a qui vont
dire que le social listening, c'est l'ensemble de l'exploitation de toutes les données réseaux sociaux et d'internet par un peu abus de langage. D'autres qui vont te dire que c'est juste l'exploitation, en gros le vrai social listening, c'est-à-dire l'exploitation des conversations, des commentaires, des likes, des données visibles en gros et publiques sur internet. Nous, ce qu'on fait, c'est que on inclut dans la social intelligence toutes les autres sources de données qui viennent des plateformes. Donc par là, j'entends les données de réseau, les connexions entre les gens, pour en déduire des informations sur les communautés et sur les audiences. Bien sûr, les données d'audience. Donc là, on passe non pas par l'API, je dis n'importe quoi, l'API X ou l'API Meta. Non, là, on va passer par l'API Facebook Ads pour aller bien comprendre quels sont les centres d'intérêt des gens qui sont intéressés par un sujet. Peut-être qu'on y reviendra, mais ça c'est passionnant. Et on inclut bien sûr d'autres sources de données. Je pense au search listening avec l'étude des recherches Google, au social search listening avec l'étude des recherches sur TikTok, sur Insta, maintenant même sur les plateformes type ChatGPT, etc. Du social sampling. Enfin bref, c'est finalement ce que je vais appeler social intelligence, c'est un mélange de trois choses. Ça va être l'exploitation de toutes les sources de données qui viennent d'Internet et des réseaux sociaux. On en a cité quelques-unes. L'utilisation derrière d'experts, c'est-à-dire que je pense qu'on partage, on en avait un peu parlé en off avant, mais on partage ce constat-là, c'est que l'idée, c'est pas tant d'avoir le meilleur outil ou le meilleur accès à la donnée, c'est aussi d'avoir le bon expert qui sait l'analyser, qui sait en discuter, qui sait reporter à haut niveau dans les organisations. Euh, et donc voilà. Voilà. Super, on va revenir à ce point de le bon outil et l'humanisation aussi de la partie automatisation. Parlons de maintenant la restructuration, méthodologie et l'analyse de la social data. L'efficacité d'un dispositif de veille ou bien de social intelligence beaucoup plus, je pense, il repose sur une certaine organisation rigoureuse, une méthodologie claire et une vraie proximité avec des enjeux de la clientèle. Aujourd'hui, on parle d'une certaine veille active en temps réel, des daily alerts, des alertes chaque 10-15 minutes, 24 sur 7, multilink, multicontexte. Comment mettez-vous cela en place concrètement? Et au-delà de la réactivité aussi, il y a la stratégie. Certaines équipes donnent la priorité, par exemple, à la réputation, d'autres au customer insight. Quelles sont selon toi les priorités majeures d'une équipe de social intelligence aujourd'hui? Alors, si on reste exclusivement sur la première partie de la question qui porte autour de la veille, moi je trouve que c'est un sujet passionnant. Mhm, En gros, la veille, déjà le premier sujet, c'est et là j'apprends rien à personne, je pense, mais c'est tout l'enjeu de préparation en amont du sujet. C'est-à-dire qu'il va falloir être extrêmement rigoureux sur les requêtes de veille, le périmètre qui va être adapté. Il faut toujours le challenger. Nous en interne, on a des sessions toutes les 2 semaines où des analystes qui sont pas sur le compte d'un client qui est étudié vont aller challenger les requêtes pour se dire bah tiens celle-là elle aurait pu être un peu mieux construite ou alors ah bah c'est étonnant dans ta requête par panel par exemple, c'est-à-dire par compte stratégique qui vont écouter un sujet, on voit pas le nouveau média à la mode qui s'exprime sur les sujets de l'automobile, de la santé, je dis n'importe quoi. Donc ça déjà il y a un premier sujet, c'est la préparation et sans cesse challenger le sujet. mhm, Le deuxième point, c'est ce qui va tourner autour, tu parlais du multimarché, autour de la connaissance très fine de l'écosystème du client et de son marché. mhm, Pour ça, il y a deux solutions. Il y a deux choses à faire. La première, c'est de vraiment s'intéresser au client. Donc pour ça, comment on fait? Bah, on mange toute la documentation de l'entreprise, on va chez lui si possible, on échange avec lui. Nous, on a un système de méthodologie avec plusieurs workshops. On ne parle pas du tout de social listening, on va juste parler du contexte du client. Ah tiens, ok, qui gouverne, quels sont les enjeux, est-ce qu'il y a des lancements de produits, des lancements de marques, etc. Enfin, mhm, voilà. Et sur la connaissance marché, là, il y a quelque chose d'assez important pour moi. C'est que dans certains sujets, c'est très important d'avoir une personne qui vient du pays concerné et si possible de l'avoir en interne. Je m'explique. On a interviewé, moi aussi j'ai un podcast de social listening, donc je suis vraiment, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai accepté parce que je suis passionné de ces sujets. Et sur notre podcast, on a eu Charles Besson qui est responsable du social listening monde chez L'Oréal.
et qui nous avait partagé le fait que, bah, il y a certains produits qui s'appellent pas du tout pareil en fonction des marchés. Je veux pas écorcher le nom du produit, mais je crois que c'était, supposons, la petite bouteille bleue qui en fait était équivalent à, Chanel numéro 5 ou à je sais pas quoi en mandarin. Donc ça, pour ça, bah, on peut pas l'inventer et même les IA aujourd'hui sont pas tout à fait performantes, même si on y reviendra peut-être, ça permet d'aller un cran plus vite ou d'augmenter un peu son périmètre. Mais moi, ce que je conseille vraiment, dès lors qu'un cabinet de veille ou de social intelligence prend de l'ampleur, c'est d'aller recruter des personnes natives de ces pays. Nous, on a des gens qui parlent mandarin, cantonais, hindi, anglais, espagnol, allemand, français. Mhm. Pour faire ça, je pense que c'est important. C'est Et, super intéressant. Mhm. et enfin, bah, et je termine là-dessus, c'est d'être équipé des meilleurs outils du marché. Et les meilleurs outils du marché, malheureusement, aujourd'hui, ne permettent pas de couvrir tout. Donc, je pense que c'est important aussi, et c'est le choix stratégique qu'on a fait chez nous, c'est d'intégrer des profils techniques qui vont aller créer des scripts ou créer des solutions qui vont permettre d'aller récolter la donnée manquante. Je pense à LinkedIn, je pense à TikTok, au dark web, etc. Voilà. J'ai été un peu long, mais je trouve sur ce sujet de la veille, c'est hyper important d'avoir cette approche un peu holistique. Bien sûr, vraiment cette combinaison entre approche client et marché, ça peut vraiment changer la dalle, je peux dire. Et je continue là-dessus sur ce que vous avez dit par rapport aux outils, architecture technique et de la social intelligence. Choisir un bon outil ou bien un outil adéquat, je dis toujours l'outil adéquat au projet, n'est que la première brique, bien une des premières briques d'un édifice plus complexe. Il ne suffit pas d'avoir une solution performante, mais aussi de la bien configurer, garantir la bonne configuration, la bonne collecte de données et surtout la rendre lisible, exploitable et intelligible. Et c'est là où l'architecture technique prend toute son importance. Et voilà, dans un marché, il y a une pleine demande et un choix multiple d'outils avec de promesses multiples. Le choix de la bonne solution parfois peut se baser sur de nombreux critères. Couverture linguistique, comme vous avez mentionné tout à l'heure, finesse de la collecte, capacité de filtrage, tagage, d'exportation, bien aussi le support technique est très important avec une social data par nature désordonnée, non structurée, souvent multilingue, multicontexte. Euh, Comment on peut certainement exploiter? Personnellement, je me trouve toujours face à cette fameuse question. Est-ce que vous préférez une certaine base de données hyper propre, mais très pauvre, ou bien un chaos brut, mais riche en insights? Et je me opte toujours sans hésiter pour la deuxième option, tant qu'on a des mécanismes de restructuration, modélisation, tagging sémantique et comportemental. Que penses-tu, Antoine, dans ce contexte et comment gérer cette complexité technique et contextuelle pour produire des analyses fines et fiables? Euh, c'est un très bon point. Moi, je pense que le sujet, c'est de laisser la place au bruit. En Mhm, fait, alors ça dépend encore une fois du cas d'usage. Sur un cas d'usage de veille, nous, on a deux typologies. Il y a de la veille automatique qui remonte directement au client et on a de la veille automatique qui remonte à nos veilleurs. On a des gens qui sont derrière un écran 24/24/7/7 qui vont regarder, enfin, en fonction des sujets, qui vont regarder ce qui se passe. Et on met pas le même niveau de sensibilité, c'est-à-dire que ce qui remonte automatiquement au client lorsque le client le souhaite, c'est des choses où on est quasiment sûr, avec un taux de probabilité d'à peu près 90-95%, que l'alerte remontée est pertinente. Donc là, du coup, il y a peu de bruit. Mais qui mhm, dit peu de bruit, dit qu'on peut malheureusement, parce que ça veut dire s'il y a peu de bruit, ça veut dire qu'on a été assez restrictif dans le choix des mots-clés, dans le choix des sources, etc. mhm, Ça peut vouloir dire qu'on va passer à côté de certains éléments. Du coup, c'est pas le même niveau de sensibilité qui tombe du côté de notre veilleur. Et c'est exactement le même approche qu'on a en market research, sur des analyses un peu consumer ou d'insight, où là vraiment on laisse énormément de place au bruit. On assume cela, c'est-à-dire que on va
prendre des données qui sont des corpus de données qui sont gros, des milliers de conversations, des centaines de milliers, parfois même des millions, sur des personas d'audience. On fait des combinaisons d'audience pour avoir plusieurs millions de sous-segments de personas. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on assume ça et qu'après, c'est un travail humain, qui peut se faire aider bien sûr par l'IA, mais un travail humain, d'aller regarder ce qui est intéressant. Moi, j'ai un exemple assez pertinent, c'est qu'en fait, sur parfois des choses qui peuvent ressembler à du bruit, c'est l'émergence d'un nouveau sujet qu'on n'avait pas pré-identifié comme sensible, et on peut aller le récupérer uniquement de cette manière-là si on laisse un peu la place à ça. Donc je pense que pour répondre à ton point, c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire, ce qui remonte au client, évidemment, c'est très important que ce soit pré-traité et analysé, si possible par un humain, mais en interne chez nous, ça va être clé d'aller se pencher sur ces sujets. Voilà. Donc, laisser la place au bruit, c'est une très très bonne idée pour avoir certes des données brutes, mais riches en insights, on peut dire ça. Ça pourra Euh, faire la miniature, tu sais, le laisser la place au bruit. Eh Ouais. oui, eh oui. Antoine, tu as parlé aussi de l'automatisation qui aujourd'hui, on voit sa montée en puissance. Aussi, la machine ou bien l'outil aujourd'hui, il peut structurer, tirer et même prédire. Quelle est la place d'humain dans cette chaîne de valeur de social intelligence? Tu as mentionné aussi l'humanisation, pardon, joue un rôle hyper important entre scalabilité et finesse. Où placer le curseur? Euh, L'humain, il est aujourd'hui indispensable parce que même si notre discipline commence à avoir quelques années, hein, Ouais. en gros, le social listening existe depuis qu'il y a des réseaux sociaux, donc je ne saurais pas même avant, hein, il y a des pionniers qui ont travaillé sur des blogs, etc. J'ai quand même l'impression qu'au niveau des directions générales, et c'est pas, il y a une sensibilité qui est pas, qui peut être encore améliorée. On peut encore aller évangéliser. Et là, l'humain est hyper important. Mhm. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, faut quelqu'un qui est capable de parler en toute franchise et en toute pertinence, qui soit crédible quand il va parler à un directeur de la com monde, un directeur marketing monde, voire même au directeur général d'une entreprise. Et donc là, moi, je pense que l'humain il est hyper important parce que, in fine, quand on fait toute une analyse, euh, en général, on peut faire 200 slides, mais à la fin, si en face on en retient 3 points, c'est déjà qu'on a fait du très bon boulot. Donc l'humain, il doit être capable d'aller storyteller tout ça et d'amener tout ça pour que l'interlocuteur derrière qui a une réunion avant, une réunion après, qui derrière va négocier son deal, je sais pas, de social ads à 500 millions d'euros, et juste avant qui va choisir de changer son ERP, bon ben il faut lui donner l'information la plus pertinente. Et pour moi, l'humain, il est là. L'humain, sa place, en tout cas en Restit, elle est vraiment là. C'est d'aller appuyer sur, de jouer entre guillemets sur cette approche très data, très structurée, très méthodologique, mais d'aller jouer aussi sur des leviers un peu plus humains, hein, personnels, presque émotionnels, pour aller transmettre l'info et être sûr que le décideur a toutes les clients pour valoriser le travail en interne de l'analyste qui lui pour le coup s'est tapé beaucoup de slides, beaucoup de data, beaucoup de Python. Donc voilà, en deux mots, je pense que l'humain, il est toujours, il est toujours important. Et d'ailleurs, je crois que ça fait consensus dans l'industrie, hein, que ce soit chez des concurrents ou chez l'annonceur aujourd'hui. Globalement, tout le monde partage cet avis. Et oui, je le pense aussi, l'humain est là et restera toujours. Tant qu'on parle des analyses sémantiques, du temps et des sentiments dans social intelligence, et parlons toujours de l'humanisation, on parle de la gestion équipe, leadership dans la social intelligence, construire une certaine expertise en social listening ou bien social intelligence n'est pas justement et uniquement une affaire de données, outils, etc., mais surtout le capital humain est dur. Diriger une entité en social intelligence, c'est composé au quotidien avec des profils divers, je peux dire, des analyses data, consultants stratégiques, experts métiers, créatifs, linguistes, comme tu as mentionné tout à l'heure, un écosystème hybride vraiment très riche, croisé de la tech, marketing, IA, créa, social data. euh,
comment vous gérez cette diversité, cette richesse de profils et des missions et quels sont les différents soft skills privilégiés, vous, dans vos équipes pour créer une certaine synergie de valeurs et voilà. Bah, ce qui est compliqué déjà, c'est qu'en fait, en tout cas en France, il n'y a pas d'école spécialisée en social listening. Il n'y a pas une formation où on se dit direct. On va revenir à ce Mm, point tout à l'heure. ok. Bah oui. Ok. Pas juste en Du coup, France, mais tout ce qui est- vraiment, oui. enfin, en tout cas, nous, ce que ça veut dire là, même si bien sûr il y a des formations et de plus en plus qui l'intègrent, mais peut-être qu'on y reviendra après. Mhm. Du coup, le gros enjeu, c'est pas forcément d'aller recruter sur de la technique, parce que moi, je pense que tout s'apprend, a fortiori quand il n'y a pas de formation de base. Euh, c'est plutôt d'aller nous rechercher des gens avec qui on a envie de bosser. Nous, on est une petite boîte. Aujourd'hui, en tout cas, on a fait un séminaire d'entreprise où on était 16. Ça monte un peu plus si on ajoute quelques alternants stagiaires, etc. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, bah, in fine, avec qui on veut travailler, qui va être pertinent face au client et avec qui on a envie de travailler au jour le jour. Et du coup, pour ça, nous, on recherche trois qualités. La première, c'est une qualité qu'on appelle l'esprit pionnier. Voilà. On est dans une discipline où il faut sans cesse se challenger parce que les outils changent, parce que les sources de données changent, parce que les méthodes changent. On l'a vu avec l'arrivée de l'IA. Du coup, on veut rester toujours en quête permanente d'un changement. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le sens du service. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une industrie pareille où c'est aussi important d'avoir accès à des milliards de métadonnées que bien comprendre l'enjeu même du client. Donc, nous, notre rôle s'arrête pas à délivrer une analyse ou délivrer de la veille. Le but, c'est d'être vraiment un allié stratégique de notre de notre client. Et c'est pour ça qu'on se positionne presque plus comme un cabinet de conseil en stratégie qu'une agence type agence de communication, quoi que ce soit. Et le dernier point, c'est l'exigence. Euh, si on se plante une fois sur un chiffre, si on se plante une fois sur une alerte de veille, en face, il y a quelqu'un qui peut perdre son taf, hein. Enfin, je veux dire, si s'il y a une crise dans une entreprise et que le directeur de la communication ne l'a pas vu, clairement, il est en danger. Donc nous, on peut pas se permettre de rater ça. Donc, moi, je pense que ces trois valeurs, je rappelle l'esprit pionnier, sens du service et exigence, euh, c'est c'est les choses les plus importantes, mais c'est celles qu'on a décidé d'intégrer nous en tant que valeur de l'ITA. C'est super important. Aujourd'hui, la discipline est marginale et s'impose comme un levier stratégique pour les marques les plus visionnaires, comme on a mentionné tout à l'heure. Pourtant, tous les secteurs ne sont pas encore en maturité en ce sens. Cela, autant que pratiqueurs, certaines n'ont pas encore pleinement perçu le potentiel de ces données sociaux et non seulement pour le marketing, la com, la RP, mais aussi pour l'innovation produit, la relation client, HR, gestion de crise, etc. Donc, et aussi, on constate une forte disparité géographique. Les marchés nord-américains, britanniques, anglo-saxons en général, ils ont intégré depuis plusieurs années les pratiques plus avancée en social listening à l'échelle de l'entreprise. En Europe, en Afrique du Nord, le développement est toujours progressif, parfois freiné par une culture, je peux dire, par une culture data moins ancrée ou bien une approche trop outil centrée, si je peux dire. Donc, Ouais. C'est ça le sujet. oui, alors Antoine, selon ton expérience de terrain, quel secteur ou industrie gagnerait à investir davantage dans la social intelligence aujourd'hui et comment tu peux expliquer ces écarts de maturité entre les différentes régions? Bah, je vais revenir sur ces deux questions. Moi, je voulais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Ce qui Bien est sûr. assez fou en ce moment, c'est qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un marché qui se consolide, tu vois. Tu as eu des rapprochements technologiques ou capitalistiques. Je pense à Meltwater qui rachète l'Influence, ou de suite avec Talkwalker. Enfin bref, il y a plein de changements là. Nous et d'autres acteurs, on est assez souvent sollicités pour des rachats, hein, en toute transparence. Et on n'est pas les seuls. Il y a d'autres gens
dans l'industrie qui sont approchés assez fréquemment. Et du coup, ce paradoxe entre un marché qui se consolide, donc qui pourrait ressembler, normalement en fusion-acquisition, c'est le début d'un marché qui devient mature, versus des acteurs traditionnels qui, comme tu le dis, sont pas forcément très matures sur le point. Bon, ça s'explique pour plein de raisons, mais il y en a une qui est fondamentale, c'est que, in fine, le décideur d'aujourd'hui, il est né dans un monde où il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas de socialisme. Du coup, Mhm. déjà, lui faire comprendre que les réseaux sociaux sont importants, c'est un sujet, et je pense que ça, pour le coup, il y a plein de marques qui l'ont compris. Je vais pas paraître fou en disant que c'est pas le cas. Par contre, le fait que les équipes, typiquement études, switch de méthode avec du panel traditionnel et du social listening, ça, c'est encore en débat, et on le voit dans la répartition des mix de budget, c'est pas le sujet. Mais du coup, pour revenir à ton point, quelle industrie gagnerait à l'utiliser plus? Moi, j'ai envie de répondre à un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est l'industrie du secteur public. Nous, on s'est lancé, on est sorti de l'Élysée, pour être franc, on pensait qu'on allait signer des ministères et des cabinets ministériels et des mairies. Au Mhm. final, on a signé Decathlon, des marques de luxe et voilà. Et du coup, le sujet, c'est de se dire, bah, moi, je trouve ça entre guillemets un peu dommage. Alors, bien sûr, d'un point de vue entrepreneurial, je vais pas me plaindre. Hein. Enfin, on est allé là où il y avait des opportunités, mais je trouve ça un peu dommage que malheureusement aujourd'hui toutes les collectivités l'ont pas forcément compris. Et alors que pourtant, c'est une démarche qui est hyper louable, hein, d'aller écouter son concitoyen qui s'exprime sur les réseaux sociaux et sur ces sujets. Moi, je trouve ça génial, quoi. Mhm. Donc moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment le secteur où, presque d'un point de vue du citoyen, j'aimerais bien que les mairies d'une certaine taille s'équipent, que tous les ministères s'équipent sans exception, etc. Ça, c'est un point. Et la distinction entre les différents marchés, alors nous, on a des clients au UK, on a des clients aux US, mais la majorité de notre clientèle aujourd'hui, on a un client en Espagne, mais la majorité de notre clientèle aujourd'hui, elle se fait en effet en France. Et la grosse distinction que je vois, c'est plutôt dans l'approche, dans les processus de décision. Tous nos clients, alors peut-être que on n'a pas une taille critique pour savoir si c'est le hasard ou si c'est le sujet, mais nos clients aux US et UK se sont décidés en moins d'un mois, là où en Mhm. France, nos cycles de vente moyens, c'est entre 6 et 9 mois. Et du coup, bah ça, forcément, le corollaire de ça, c'est que du coup, pour des structures de taille intermédiaire comme la nôtre, Mhm. bah, c'est difficile d'émerger. C'est peut-être d'ailleurs une des seules barrières à l'entrée de notre industrie, c'est qu'il faut savoir convaincre des grands groupes directement lorsqu'on se lance. Et il faut savoir tenir 6 à 9 mois pour gagner ses premiers contrats, quoi. Mhm. Et le fait est que du coup, ça freine un peu l'émergence de tout petits acteurs. Et je trouve ça dommage parce que c'est de là d'où vient l'innovation, c'est de là d'où vient les nouvelles pratiques, etc. Donc, si j'ai envie de dire un truc, peut-être à nos amis annonceurs côté France, pourquoi pas faire ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire réduire le cycle de vente, mais être beaucoup plus souple sur les approches de contrat, faire des tests, tout simplement, des tests d'un mois, 2 mois, et voir s'il y a de la valeur. C'est super intéressant. Je disais toujours que la mise en place d'une stratégie social listening n'est pas limitée juste aux marketing agencies ou bien juste le secteur privé en général avec ses différentes demandes, mais beaucoup plus aussi, pensons au secteur public. Aussi, je dis ça par approche de terrain. Ici en Afrique du Nord, il y a une certaine demande, le marché est aussi encore vierge. Et on doit penser littéralement au secteur public aussi qui a une forte demande et on peut vraiment tirer profit de la social data riche en insight. Voilà. Donc, avec une note stratégique et dans ce contexte en mouvement, l'ICTER s'impose comme un acteur de référence avec une belle croissance, des Là-dessus. partenariats solides et une reconnaissance, croissance dans un écosystème de la social data. Actuellement, on voit les différents partenariats et un développement remarquable. Quelles sont vos ambitions stratégiques pour les années à venir et quel rôle souhaitez-vous jouer dans l'évolution du secteur à l'échelle européenne, voire internationale? Bah déjà, merci, c'est gentil, c'est même flatteur comme description, merci beaucoup. Le rôle Avec qu'on plaisir. a,
le rôle qu'on a, moi je veux pas. Moi je trouve qu'on est dans une industrie où il y a beaucoup d'acteurs qui sont très. Bah moi je trouve ça très sain. Alors peut-être que je suis naïf. Peut-être que c'est la première fois aussi que j'entreprends, donc j'en sais rien. Hein. Mais je trouve que les personnes qui font à peu près la même chose que nous sont plutôt brillants sur le secteur. Et donc je vois bien un monde où toutes les boîtes qui font à peu près notre taille, entre 10 personnes et 50, 100 personnes, bah, finalement on se croise pas tellement parce que le marché est immense. Et en même temps, je trouve qu'il y a un certain respect entre nous. Je trouve ça très bien. J'espère que ça va continuer. Tu parlais des partenariats. Nous, on a signé plusieurs partenariats récemment. Il y en a un marquant, c'est avec Publicis Consultant. Donc on est leur partenaire stratégique sur les enjeux de social intelligence. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des groupes de cette taille, pareil, qui fassent confiance à des plus petits acteurs comme nous. Et on a déjà des beaux succès, des très beaux cas clients ensemble. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis très confiant et je trouve ça très bien, en tout cas, comme démarrage. Je les salue s'ils regardent ce podcast. Nos ambitions, nous, elles sont assez claires. On est dans une phase où on a ambition de devenir les référents le plus vite possible. Donc ça va prendre du temps, mais l'idée c'est de s'allier avec des partenaires qui sont beaucoup plus gros sur des sujets sur lesquels on va pas. Typiquement, nous, on fait beaucoup de recommandations de marketing et stratégiques et de communication, mais derrière, il faut bien quelqu'un pour les allier. Donc aujourd'hui, ça se fait via Publicis. Mais on a pour ambition d'aller aussi un peu plus en profondeur sur certains sujets. Je vais prendre un exemple. On a identifié des entreprises avec qui on veut nouer des partenariats ou les racheter ou créer une entité concurrente sur des niches qui sont assez dures à écouter en social listening. Je pense Mhm. aux personnes très âgées, je pense aux enfants, je pense à des cibles CSP+, qui parfois s'expriment pas. Enfin voilà. Et du coup, on a pour ambition d'aller créer des verticales sur ces sujets. On en a déjà créé une exclusivement basée sur social listening sur LinkedIn. On en a une qui s'est associée avec un panel citoyen de 250 000 personnes pour retenir, mêler en fait du sondage traditionnel avec nos données de social listening. Et la volonté, c'est qu'à partir de l'année 5 de notre société, donc là on va rentrer dans l'année 4, c'est d'aller vraiment avoir une présence internationale avec des bureaux à l'étranger. Donc Mhm. l'avenir dira si le plan suit son cours, mais voilà, pour objectif d'aller là où on a déjà des opportunités. Donc pour l'instant, ce serait soit dans le Moyen-Orient, soit les UK, soit les États-Unis. C'est intéressant. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans les coulisses de la social intelligence avec Licter et de ses enjeux techniques et ses perspectives d'évolution. On se sent à travers vos clarifications une vision claire, ambitieuse et incarnée de ce secteur. C'est un vrai désir d'avancer dans la culture d'insight en France et au-delà. Donc, avant de clôturer, Antoine, une question plus légère pour sortir un instant des frameworks, KPI, dashboard, etc. Si bien la social intelligence était un superpower, lequel serait-il pour toi? Oula, si c'était un pouvoir, c'est-à-dire si la social intelligence me permettait de... Si Bah, la social intelligence est un super pouvoir, lequel serait-il? moi je trouve que ce qui est magnifique avec la social intelligence, c'est que ça te permet d'avoir même une vision de ce que les gens pensent, de ce que les gens ont comme centre d'intérêt en 5 minutes. Et n'importe où dans le monde et sur des volumes qui dépassent n'importe quoi. Enfin, Mhm. typiquement, c'est fou. Les panels traditionnels, avant, tu payais 200 000, plus tu devais attendre un mois pour voir les résultats. Aujourd'hui, tu as les résultats en 15 minutes sur des conversations aux États-Unis ou en Afrique du Nord. Enfin, c'est assez indécent. Donc, moi, je pense que le super pouvoir que j'aimerais avoir et qu'en fait on a d'une certaine manière, c'est cette capacité à vraiment comprendre l'autre en Ouais. termes de masse partout dans le monde et en temps quasi réel. Absolument, absolument. Et c'est exactement ce que vous faites avec Licter finalement. Capter les signaux, déchiffrer l'opinion et aider les marques à anticiper. Merci Antoine
pour ce super pouvoir que vous partagez avec nous à travers votre travail. On vous souhaite beaucoup de succès dans la suite avec l'ICTER et de contribuer à faire rayonner l'intelligence sociale au service des marques, des équipes et des décisions aussi. Donc, voilà un dernier mot, si tu permets. Bah, moi, je voulais te remercier parce que on se connaissait pas avant ce point, mais moi, je vois que tu publies beaucoup autour de ces sujets aussi de social intelligence sur LinkedIn. On n'est pas beaucoup à le faire. Oui. S'il y a des gens qui regardent ce podcast qui ont envie, bah voilà, de commencer à s'exprimer, de mettre leur avis, bah allez-y, hein, allez-y parce que ça va donner envie à plein de gens de se lancer dans l'industrie. Et c'est super bénéfique pour tout le monde. Donc, bah, je voulais juste te remercier et remercier aussi ceux qui ont pris le temps d'écouter ce podcast. C'est avec plaisir. Merci à toi aussi. Et tu as mentionné que vous avez aussi un podcast dédié à la social intelligence. Tu peux partager avec nous le nom du podcast. On laisse le lien sur le bio. C'est Ok, super. Bah, il s'appelle Audience First et il est disponible Audience First. euh, sur toutes Super. les plateformes, mais notamment sur YouTube. Bah, merci pour Super, super. En tout cas, on laisse le lien sur le bio si vous pouvez checker par la suite. Dans cet épisode, on a plongé ensemble dans l'univers de l'écoute sociale, décrypté la manière dont la data façonne les stratégies, mais aussi discuter de l'architecture technique, outils, méthodes, les équipes et les ambitions futures de ces métiers en pleine évolution. Merci Antoine encore une fois pour ta générosité, pour ta disponibilité et toutes ces infos. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode du Hollypop Podcast. Et si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute préférée et nous laisser une note ou bien un commentaire et surtout partager l'épisode autour de vous. Retrouvez-nous aussi sur LinkedIn et les différentes plateformes Spotify aussi pour découvrir des extraits exclusifs et connaître aussi les prochaines invités. C'était tout pour Honeypot aujourd'hui. Merci encore une fois. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.